messieurs, bonjour. Je m'appelle Julie Théa. Bienvenue sur notre émission hebdomadaire Parlons de livres. Alors, comme d'habitude, c'est toujours un plaisir de recevoir les auteurs. Vous connaissez l'émission. Notre objectif est de vous encourager à lire, à découvrir des auteurs qui viennent partager leurs récits avec nous. C'est afin de vous les faire découvrir. Aujourd'hui, nous avons donc un nouvel invité. Il s'agit de Monsieur Mbouzé Momi. Et vous allez découvrir tout à l'heure ses chroniques, ou plutôt, il a une œuvre assez variée, assez complexe. Il va vous l'expliquer. Bonjour, Monsieur Mbouzé Momi. Bonjour, Eya. C'est un plaisir de vous recevoir sur Parlons de livres. Vraiment. Pareillement, c'est un plaisir d'être là aussi. Alors, nous allons donc parler de vos livres, en particulier celui-ci, Follet Raswele, suivi de Les Chroniques de l'Empire Tout. Alors, vous allez expliquer tout à l'heure aux auditeurs le lien entre ces deux livres, sachant qu'on va plus parler de Follet. Voilà. Mais avant de parler de vos œuvres, Monsieur Mbouzé, je vais vous demander de vous présenter aux auditeurs. D'accord. Bonjour à toutes et à tous depuis la Belgique. Ici, les 17h. Je m'appelle Mbouzé Nogwani Ataemieko Momi. Je suis né à Kinshasa, en RDC. Je suis papa de 3 enfants. Je vis en Belgique. Je suis auteur, aussi activiste afrocentré, panafricain et aussi entrepreneur dans l'agrobusiness au Congo et employé en Belgique, parce qu'il faut bien se nourrir. Je suis auteur de romans en fiction, mais à côté de ça, je donne aussi des cours d'histoire pour enfants et adultes pour leur donner les fondamentaux de l'histoire de l'Afrique et des peuples africains. Donc voilà, donc j'écris des livres de fiction pour pouvoir raconter ou transmettre quelque part l'histoire de l'Afrique, transmettre une philosophie, une idéologie afrocentrée et panafricaine via mes livres, afin de sensibiliser les générations actuelles et futures sur les enjeux passés, comme avec la chronique de l'Empire Tout, et les enjeux futurs de nos peuples avec Kemetos, le nouveau paradigme. Vraiment super. Écoutez, moi, le livre m'a plu. Je suis rentrée là-dedans. Oh là là, je me suis revue. J'avais l'impression d'être, vous savez, on revient en arrière un petit peu dans l'Afrique antique. Voilà, l'Afrique de l'époque. Et c'est tout simplement magnifique. C'est tout simplement magnifique. Merci. Alors, donc, vous allez dire aux auditeurs, leur faire un bref résumé. Le résumé, c'est un peu gros. Leur dire, en fait, de quoi vous parlez dans Follet Raswele. Qui est Follet Raswele? Ok. En fait, Follet est un personnage important dans la trilogie Les Chroniques de l'Empire Tout. On va dire que si je le compare à un célèbre film, c'est l'équivalent de Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. Follet, c'est un peu le descendant des dieux, des semi-divins, qui va apporter un surplus à certains personnages. Et son parcours est intéressant parce que, bon, ça on le découvre dans le livre, il est issu d'une certaine famille, il va recevoir un certain don et une mission qu'il devra alors mettre en œuvre pour aider l'un des personnages principaux de la trilogie à accomplir sa destinée. Alors, si ce que j'ai lu, il est donc le fils d'un roi. Il est prince lui-même, en fait. Il est prince lui-même. Et puis, bon, suite à des circonstances plus ou moins imprévues, il se retrouve confié à un sage. Et puis, voilà, il va donc passer des étapes d'initiation. Voilà. Tout à fait. Sur des années, parce qu'en lisant, on se dit, bon, c'est le lendemain, c'est le nom, on se rend compte que c'est 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, tout ça. Et à son tour, lui-même devient une sorte de sage aussi, qui aide, qui donne des conseils, voilà. Et il y a le prophète Egbele. Egbele, oui. Egbele qui a un grand rôle aussi, dans le récit. L'histoire. Oui, tout à fait. Parce que si on se met dans le contexte global de la trilogie, au fait, il y a Egbele et il y a Semela. Ce sont on va dire, les deux premiers nés de la création. Egbele qui est le porteur du verbe, de la parole, de la puissance de la parole et tout ce que ça sous-entend. Et Semela qui est la divinité, qui est la porteuse de la vie et tout ce que ça sous-entend au niveau de la vie. Donc, Egbele va plutôt former certaines personnes comme
le mentor de Follet et d'autres pour leur donner cette puissance du verbe qui permet de passer à des choses matérielles, donc à créer des choses matérielles. Et du coup, Egbele et Follet, justement, va être le descendant, si je puis dire, l'héritier du savoir de Egbele et qui va à son tour porter ce verbe-là pour pouvoir le transmettre à d'autres afin de leur permettre justement d'acquérir toutes les connaissances qu'il faut pour accomplir leur destinée. Et ce qui est particulier, c'est que dans la trilogie, Follet est âgé de plusieurs centaines d'années. Quand vous lisez le livre, vous avez l'impression que c'est 10, 15 ans, mais ça se passe sur plusieurs centaines d'années, parce que, comme je l'ai dit dans le livre, c'est que c'est cette parole, ce verbe-là, qui lui permet de conserver une certaine santé physique et de ne pas voir le temps passer. Oui, tout à fait. Alors, pour nous dire un peu, donc, comment vous situez vos œuvres? C'est, du moins, cette œuvre, Follet, Ras, Wele, c'est quoi? C'est une légende, c'est un mythe où je me suis, voilà, un peu posé la question, je me suis dit, vous allez nous éclairer là-dessus. Est-ce une légende? Disons, Est-ce un mythe? Est-ce tout simplement une histoire fantastique? disons que c'est un peu de tout, mais plus une histoire fantastique. Mais ma particularité, c'est que quand j'écris, vu que j'ai ce désir de transmettre quelque chose issu de la tradition orale africaine, de l'histoire africaine, du paradigme afrocentré, j'essaie toujours de trouver un personnage historique réel qui a existé et le mettre sous forme de fiction. Et c'est ça qui permet aux plus érudits d'entre nous qui connaissent mieux l'histoire et les légendes africaines de pouvoir se dire, ah, je sais de qui il veut parler dans telle histoire, je sais qui il veut parler dans telle chose, parce que même le nom du peuple et du père de Follet renvoie à un royaume bien précis de l'Afrique antique. Parce que j'aime toujours laisser comme ça des petits messages. Donc du coup, je fais le lien entre le monde fantastique que j'ai envie de créer pour les Afro-descendants, les Africains, et la réalité historique, en tout cas la réalité qui nous a été transmise par la tradition orale africaine, pour faire matcher les deux afin que ce ne soit pas simplement de la fiction, mais vraiment pour permettre aux plus jeunes, dans 10, 15, 20 ans, de pouvoir décoder certaines choses inscrites dedans et surtout les pousser vers des livres réellement historiques pour découvrir ce qui a vraiment été écrit, ce qui s'est vraiment passé. Parce que lorsque j'ai publié les chroniques de l'Empire Tout, beaucoup m'ont souvent demandé est-ce que cet empire a existé? Moi, je me suis dit bonne question parce que c'est justement ça le but. Vous poussez à aller chercher, voir qu'est-ce qui est la fiction et qu'est-ce qui est la réalité historique. Oui, tout à fait. L'Empire Tout, NTU, l'Empire Tout. Alors, le peuple dont vous parlez, c'est les Amrati. Amrati. Amrati, voilà, c'est ça. Il y a même les Tswari, il y a les Boshi, les Nsoka. Les Nkosa, les Ntwari. Yeah. Kosa. Voilà. Et à chaque fois, ce sont des noms que j'ai pris par rapport à certains peuples d'Afrique qui existent, dont je voulais que la phonétique du nom renvoie à ce peuple-là et renvoie aussi à une certaine géographie de l'Afrique. Parce que rien que le nom Folé Raswele, j'ai fait quelque part un clin d'œil non seulement aux Éthiopiens, Ras Tafarai, mais aussi Ras Tafarai, les Jamaïcains. J'ai voulu faire un lien, un clin d'œil. Donc ça, il fallait vraiment essayer d'aller creuser pour voir de quoi il s'agissait, parce que pour moi, c'est vraiment important que la fiction rejoigne la réalité historique, la réalité anthropologique, ethnologique, etc., pour que l'Africain, l'Afro-descendant qui va lire le livre se sente vraiment concerné par ce qui est écrit, parce que c'était pas juste histoire de trouver des noms. Je voulais des noms qui parlent à notre subconscient africain pour qu'on puisse identifier des régions, des peuples, des communautés, des langues. Oui, 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 c'est ce qui est très intéressant parce que quelle richesse. Je me disais, mais où est-ce qu'il trouve tous ces noms? Est-ce qu'il les a inventés? Il y a tellement de noms et vous dites, effectivement, on retrouve un peu de tout. Les noms que je vois, Kosa, bon, c'est vrai, on s'est dit Afrique du Sud, on retrouve des noms, c'est l'Afrique centrale, est-ce que c'est l'Afrique de l'Ouest? Il y a un mélange, effectivement, mais quelle richesse d'informations. Déjà, tous les noms que vous énumérez là-dedans, je me disais, mais où est-ce qu'il a allé chercher ça? C'est quelle richesse d'informations dans ce livre. Et l'imagination, je me suis dit, oh là là, mais vraiment, vous avez cartonné là pour écrire. Merci.
ce livre, vous avez vraiment, vraiment cartonné. Et en plus, le récit est tellement bien fait, on a l'impression de regarder un film, vous savez. Ça Tout nous à fait, Zulu à l'époque, les scènes de combat sont tellement bien décrites que franchement, on a l'impression de regarder un film. tout à Donc, fait. Bah, ouais, parce que c'est on va dire, c'est ma technique d'écriture, parce que moi, je me dis toujours, j'ai envie que le lecteur vive l'instant de l'action du livre comme s'il regardait un film. C'est pour ça que je décris beaucoup de choses. À la limite, même dans le tome 2 et dans le tome 3 de la trilogie, c'est encore plus précis dans certains détails parce que je voulais vraiment qu'on se sente vraiment imprégné et pas juste qu'on se sente baladé dans une histoire fictionnelle. Je voulais vraiment que les gens se sentent concernés. Comme vous avez dit, dans les scènes de bataille, les dialogues, les discussions, les lieux, les instants, je voulais vraiment que lorsqu'on lit un passage, on fait un focus pour se dire, j'y suis. Je suis en train d'assister à la chose. Je suis en train de voir la chose. C'est vraiment pour ça que j'accorde vraiment beaucoup d'importance aux détails. Mais au-delà de ça, c'est vraiment plonger les personnes, les lecteurs, lectrices dans l'Afrique que j'imagine dans ce livre-là. C'est une sorte d'Afrique parallèle, mais je veux vraiment que les gens puissent rentrer dedans et se dire, j'y suis, je suis en train de le vivre et de se dire, je vois de quoi il parle. Comme par exemple, je parle du mont Imboko, le sommet le plus élevé, ben, je fais référence au sommet le plus élevé d'Afrique. Kilimanjaro. Exactement, exactement. Donc, vous voyez, ce sont des éléments comme ça, quand on lit, qu'on connaît un peu la géographie, l'histoire d'Afrique, on se dit, il parle de ça. Ah, ok, je vois. C'est vraiment à ce petit jeu-là que je voulais jouer. Et c'est réussi. Franchement, Merci. c'est vraiment c'est passionnant. C'est vraiment passionnant de voir ça. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est le rôle quand même que vous donnez aux femmes. Vous savez, parce que quand on voit Afrique, on voit tout de suite des femmes qui ne font rien. De plus en plus d'écrivains africains, effectivement, redonnent ce rôle voilà, que la femme mérite, hein, parce qu'elle a toujours été active, même dans les combats, dans tout ça. La princesse Adidja, même si Neisha, Naïcha, Neisha. voilà, Naïcha, voilà. Donc, c'est vrai, les femmes ont dirigé aussi, voilà. Hein? Tout à fait, tout à fait. Moi, dans mon imaginaire, c'est que je me dis, si on veut un développement autre, un futur plus brillant de l'Afrique et des peuples afrodescendants, on se doit de retourner à nos fondamentaux et d'abord de redonner à la femme la place qui était la sienne. Du moins, que les hommes reconnaissent la place qui était celle de la femme, pas celle de la maman à la maison qui s'occupait de la popote des enfants. Non, c'était une femme qui, en termes de responsabilité, arrivait à gérer les choses de manière égale avec les hommes. Du coup, je me suis dit, la meilleure manière, c'est de parasiter un peu la manière dont les livres de fantasy sont écrits par rapport à l'Afrique, où c'est souvent des hommes, des rois, tout ce que vous voulez. Je me suis dit, il faut remettre clairement une femme au centre du jeu. Du coup, j'ai pris un personnage qui va commencer, on va dire, gamine. Elle a entre 15 et 16 ans dans le tome 1. Dans le tome 3, elle arrive à 35 40 ans. Et je voulais vraiment montrer la complexité de la jeune fille qui n'est pas sûre d'elle, qui n'était pas préparée forcément à prendre de telles responsabilités, mais qui, avec un bon entourage d'hommes et de femmes, va pouvoir avancer sereinement vers son destin et accomplir la mission qui est la sienne. Et ça paraphrase au fait un adage bantou que j'aime beaucoup qui dit « Je suis parce que nous sommes ». Parce que dans mon livre, le personnage Neesha, c'est « je », mais elle n'est rien sans le nous. C'est ça, vraiment ça ce que je voulais mettre en avant parce que beaucoup de livres de fantasy mettent en avant un héros ou une héroïne qui sait tout, qui peut tout. Je voulais montrer la faiblesse, je voulais montrer la vulnérabilité de la personne qui va se retrouver renforcée, fortifiée et élevée par le groupe qui l'entoure. C'est vrai. Je l'ai vu effectivement. D'ailleurs, à un moment, vous faites bien la différence entre ce que c'est qu'un individu tout seul et un groupe de personnes. Voilà la force qu'il y a derrière un groupe de personnes. Et ce qui est bien, c'est que l'on remarque, ça fait partie du genre humain de toute façon. Au sein d'un pouvoir, dans une cour, comme vous dites, ça dépend de qui. On entend tel roi a fait ci, tel roi, ça dépend en fait de qui il était entouré. Et Mhm. malheureusement, voilà, une fois qu'on est mal entouré, ça y est, hein, vous le dites, Exactement. parce que des gens derrière vous peuvent fomenter Mhm. des coups contre vous pour vous renverser et tout ça.
Et aussi, cette histoire de toujours, il y a toujours des comploteurs derrière, société secrète. Hein? Mhm. Comme quoi, Exactement. où il y a pouvoir, il y a complot. Je m'en suis rendu, où il y a pouvoir, il y a complot, il y a manipulation, voilà, on veut tout renverser. Il y a parricide ou Mhm. coup d'État, ou voilà. C'est ce que vous expliquez ça bien, vous expliquez Tout bien. à fait. Je l'explique bien et je montre aussi que souvent, ça ne part pas d'une mauvaise intention de vouloir faire une réforme ou changer les choses, mais ça devient bancal quand vous avez des forces extérieures viennent avec un autre agenda et reprennent votre initiative et le tournent contre vous. Dans le contexte de la trilogie, on va dire que ce sont des jeunes princes qui se disent que nous sommes bien éduqués, bien formés, bien préparés à gérer les choses, mais la classe de nos aînés ne nous laisse pas trop de place. Alors, ils veulent pousser l'empereur ou les nobles à entreprendre un certain changement pour permettre aux plus jeunes qui ont été bien formés de rentrer dans les cercles de pouvoir et de pouvoir mettre leurs compétences à disposition. Mais le problème, c'est que des forces extérieures vont venir et vont les pousser dans une autre direction qui va les emmener vers le coup d'État et le renversement de la monarchie. Mmh. Oui, c'est bien ça. Vous voyez, ça nous ramène à la réalité, hein. Voilà, Exactement, c'est ça. exactement. Vraiment la réalité. C'est super ça. Mais alors, est-ce que rapidement, vous pouvez nous expliquer la cosmogonie tout, la La cosmogonie? cosmogonie. Ok, là aussi pour la cosmogonie, tout, je me suis beaucoup inspiré de ce que je connaissais sur la philosophie bantoue, les spiritualités bantoues et africaines en général. Donc là aussi, j'ai schématisé en mettant en avant un animal symbolique important, en tout cas chez les peuples bantous, qui est le léopard, avec le mystique qu'il y a autour. J'en ai fait la divinité principale. Donc, ce n'est pas le léopard, l'animal même. On va dire que le léopard, c'est plutôt une vision humaine d'une divinité à qui on associe un animal emblématique. Mhm. Mais sur le plan purement cosmogonique, purement spirituel, donc vous avez l'entité qui est Ayano. Ayano, qui est une entité énergétique, va donner naissance à deux entités énergétiques, homme-femme, donc à nouveau l'égalité. Et là, je fais le lien avec le mythe des peuples Congo sur la création avec Mahungu. Mahungu, qui était un être androgyne, homme et femme à la fois, en même temps homme, en même temps femme, de manière séparée. Donc, je voulais faire un clin d'œil à cela. Et les deux vont alors avoir une mission qui est à leur tour de donner vie, naissance à d'autres. Egbele, lui, va porter la parole créatrice et va former d'autres divinités. Et Semela, elle va porter la vie et va donner naissance à d'autres divinités. Et parmi ces divinités, on a la divinité de l'air, de l'eau, l'air, l'eau, la terre, etc., etc. Et du côté de Follet, on va avoir plutôt des semi-divins qu'il va envoyer dans les quatre coins du continent pour former les nobles, les premiers humains à acquérir des savoirs et des connaissances. Mhm. Voilà en gros ce qui touche la cosmogonie tout. Et après cela, on a l'étape en dessous, donc ceux qui ont reçu la connaissance des deux côtés, du côté de Egbele, le divin masculin, si je puis dire, et Semela, la divine féminine. En dessous, du coup, on va avoir toute une classe de personnes qui vont avoir le savoir primordial parmi les humains. Ça va être principalement des prêtresses, parce que ça va être du côté de Semela, la femme, et du côté de Egbel et l'homme, ça va principalement être des personnes qui ont les compétences du savoir, des savoirs techniques plutôt. Ce n'est pas vraiment des savoirs philosophiques, religieux, spirituels, plutôt des savoirs techniques. Donc, les deux partent sur des branches différentes, mais in fine se rejoignent tout en bas parce que la puissance née de la connaissance technique et de la connaissance philosophique se rejoignent et forment ce peuple qui va être le peuple de l'Empire Ntou, qui a les deux puissances, qui vient du côté masculin, le savoir technique, du côté féminin, le savoir philosophique et spirituel, et va donner naissance aux chroniques de l'Empire Tout. Il y a un proverbe que j'aime bien, je ne sais plus de quel peuple il est, il dit que la tête du trône est chez l'homme, mais le cœur du trône est chez la femme. Voilà. Mhm. J'aime dire ça. Quand j'ai découvert, je me suis dit, bah, c'est exactement ce que j'essaye de manifester, c'est que le cœur du trône, ce qui fait vivre, ce qui fait battre le trône, c'est la vie qu'il y a dedans. Et la vie, c'est la femme qui le donne. Mais concevoir le trône, il faut des compétences techniques, matérielles et autres. C'est l'homme qui va le forger. Donc les deux
ont des fonctions différentes, mais se rejoignent in fine. Et ça met bien en exergue ce que j'essaie de dire dans la trilogie, c'est que nous devons revenir à un modèle parfait qui était le nôtre, où l'homme n'était pas supérieur à la femme et la femme n'est pas inférieure à l'homme. C'est vraiment à ça que j'ai envie de renvoyer mes lecteurs. Et pour le faire, je dois faire un jeu de déséquilibre, c'est-à-dire de mettre la femme beaucoup plus en avant afin de combler ce fossé qui a été creusé par l'esclavage et la colonisation. Oui. En tout cas, c'est bien, c'est vraiment bien fait, c'est bien expliqué. Vous arrivez à mettre en relief effectivement le rôle de cette femme active sur le terrain et pas la femme au fourneau, quoi. Exactement. Même, elle est partout en fait. Elle est au fourneau, elle est sur le terrain, voilà, elle est partout. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Non, parce que c'est un complexe qui est né après ça, cette histoire de femme au fourneau, c'est un complexe qui est né après, parce que la femme, comme vous dites, elle était partout, mais à un moment donné, on lui a retiré certaines fonctions. C'est juste ça. Il y avait des femmes au fourneau, il y avait des femmes qui dirigeaient des armées. Mais au bout d'un moment, on a retiré à la femme sa fonction de dirigeante, on a juste laissé la fonction de femme au foyer. Alors qu'aujourd'hui, nous savons que la femme africaine, afrodescendante, n'a pas toujours été dans cette position-là. Et pour remettre ce paradigme dans la tête de beaucoup, il faut passer par la fiction et par l'histoire. Et moi, j'ai fait le lien des deux. Je me suis dit, j'ai une connaissance historique, je dois le mettre en fiction. Alors, j'écris des livres dans ce sens-là. Qui rejoint la réalité. Voilà. Super. Et il y a des termes aussi pas mal hein, que j'ai vu, lymphoïde. Lymphoïde, c'est L'emphoï, oui. ça veut dire les esprits de l'air. C'est réel, c'est dans une langue spéciale, je crois. Non, c'est imaginaire aussi. Ah, c'est l'imaginaire. Bon, oui, c'est votre langage, quoi. Lymphoïde, c'est Oui. l'esprit de l'air. Et le jamanou, je vois ce mot souvent, hein, le jamanou. Jamanu. Jamanu, c'est en langue poulard, langue peul, qui veut dire en gros le paradis. En fait. Oui, parce que je Et vois moi, j'ai voulu justement que de simplement dire le paradis ou bien le pays des ancêtres, je me suis dit, je veux un mot qui reflète cette pensée-là, d'un lieu éloigné, d'un lieu lointain, d'un lieu cosmique, d'un lieu mythologique, éloigné du monde des hommes et d'où viendrait toute l'énergie qui crée la vie. Je me suis dit, je suis d'Afrique centrale, j'ai déjà utilisé le terme tout, donc bantou, donc ça va faire trop si je prends un mot dans la langue d'Afrique centrale. J'ai été chercher alors en Afrique de l'Ouest, en langue peul. Un ami peul m'a justement donné cette définition-là. Il a dit le Jaman. C'est comme ça que nous disons paradis ou bien ce qui renvoie à cet endroit-là. Et pour lui donner encore plus cette fonction qui va plus qu'au-delà de paradis, je l'ai appelé le Jaman ancien, c'est-à-dire le paradis ancien, le lieu primordial, le lieu non créé. Voilà en gros. le pays des ancêtres. Exactement, c'est ça. Oui. Ah là là, écoutez, c'est vraiment, vraiment intéressant. Ce livre m'a bien plu. Alors, ces empires, ça fait partie de l'être humain finalement, on s'en rend compte. Hein. Les empires qui se combattent, voilà, l'autre veut s'étendre, prendre tel territoire, tout ça, ça fait finalement partie de l'être humain. Hein. Hein? Tout à fait. Bah, c'est l'être humain. Ceux qui vont angéliser un peu l'histoire de l'Afrique ont tort parce que c'est le propre de l'humain. C'est un peu comme toute la thématique sur l'esclavage. On sait que l'esclavage était quelque chose qui était euh, interdit dans les royaumes, en tout cas dans la conception africaine de la société, mais certains l'ont pratiqué pour des raisons personnelles, égoïstes, en tant qu'individu ou roi, et d'autres l'ont pratiqué par soumission à d'autres. Donc, la bêtise humaine, elle est partout. Donc, on ne peut pas idéaliser une Afrique bonne, une Afrique grande, juste. Non, la bêtise humaine, elle est partout, chez les Noirs, chez les Blancs, chez les Jaunes, chez les Rouges, elle est partout. Sauf que on avait édicté des lois, des coutumes, des textes qui ont dit, et l'empereur Sundiata Keita est la référence la plus ancienne pour l'abolition de ce qu'il a constaté comme étant contraire à la bonne marche d'une nation, d'un continent. Il a dit, cette pratique-là, il faut la bannir parce qu'elle déstabilise non seulement l'empire du Mandé, mais aussi l'Afrique et les pays autour, parce que ça nous prive de ressources humaines dont nous avons besoin pour renforcer nos royaumes et nos empires. Donc, 13e siècle, la première charte d'abolition de l'esclavage, la première charte des droits de l'homme, c'est la charte du Mandé chez nous. Mmh. Mmh. Oui. À la fin du récit, justement, vous introduisez un petit peu ça. Je crois que c'est à ce dont vous pensez, enfin,
Parce que quand Semela intronise Dila, à la fin, voilà, finissent, se battent entre eux, les guerres, tout ça. Et vous dites, pendant que cela se passait, une guerre se préparait. Une invasion était déjà en cours, car divers navires avaient franchi la grande mer occidentale et emportaient avec eux les pieds et les mains dans les chaînes des fils et filles de Katiopa, enfermés dans le fond des cales des navires comme des bêtes à destination de contrées inconnues. Mais il y avait surtout cette matière noire qui servait à fabriquer une nouvelle arme qui, à elle seule, allait changer la manière de faire la guerre. Donc, c'est ce à quoi je pense, je suppose. Exactement. Là, j'ai fait un parallèle avec ce que l'Afrique vit déjà depuis un certain temps, les matières qu'ils prennent pour chez eux s'enrichir, se développer et fabriquer des armes, parce que tout ce qui est le cuivre, le manganèse, le zinc, c'est pas pour fabriquer des canettes de soda seulement. Et lorsque l'on voit les pillages qu'il y a encore en Afrique actuellement, le Niger avec l'uranium, au Mali avec l'or, en RDC avec le coltan et compagnie, c'est pas pour faire joli. Ils veulent être toujours au top de la technologie. Et ce n'est pas des technologies pacifiques, toujours des technologies pour dominer et avoir un ascendant sur l'autre. Donc, ce sont des petits clins d'œil comme ça que je glisse pour que mon lecteur sache qu'en 2016, 17, 18, il a écrit ça parce que bien avant, il se passait déjà une problématique et on voit que ce type de problématique-là continue. Les déportations, d'abord, c'était des déportations de force. Aujourd'hui, c'est des déportations par, on va dire, par séduction, la fuite des cerveaux. Mais, entre-temps, il y a toujours la prédation économique qui continue depuis 5 siècles ou 6 siècles. À un moment donné, on doit en prendre conscience et savoir que ça dure depuis très longtemps et savoir qu'est-ce qu'il y a à faire. Parce qu'en gros, la trilogie Les Chroniques de l'Empire tout pose une question. Qu'est-ce que nous serions devenus si nous avions pu repousser les envahisseurs? J'en parle parce que dans les cours que je donne sur la chute du royaume Congo, je renvoie à ça, en fait. Les erreurs stratégiques que les rois Congo vont faire, si on ne les avait pas faites, nous serions différents. Les erreurs qui vont être commises au niveau du royaume Jolof, de Dahomey, etc., etc. Donc, toutes ces erreurs-là, si nous ne les avions pas commises, où est-ce que nous en serions aujourd'hui? C'est ce que je pose dans mon livre, c'est qu'il va y avoir une invasion, l'Empire va devoir reculer, les ennemis de l'Empire vont s'associer à des locaux, un peu comme beaucoup sont associés à des rois africains, pour attaquer l'autre, sauf que, dans ce cas-ci, le destin va vouloir que les Ntou vont se regrouper, se renforcer et vont être aidés par d'autres peuples pour combattre l'ennemi. Ce que beaucoup de royaumes africains n'ont pas fait à l'époque. Le royaume du Dahomey a combattu seul, mais s'il s'était renforcé avec l'aide des autres royaumes autour, sans leur faire du mal comme ils faisaient avant, et demander un tribut, ne donnez pas le tribut, ils vous attaquaient, vous faisaient la guerre et puis vous déportaient. Et du coup, qui va vouloir aller défendre le royaume du Dahomey, vu qu'on sait que le Dahomey, c'est celui qui nous attaquait souvent pour. Voilà. Or, ils auraient pu. L'empereur Ménélique II avait justement envoyé une lettre, je pense, à un roi du Dahomey pour lui parler justement des invasions des Italiens qui avaient déjà eu lieu, et il l'avait prévenu qu'il faut qu'on s'unisse parce que ces gens-là vont continuer à nous attaquer. Mais la lettre de l'empereur Ménélique II n'a jamais eu de suite de la part du roi du Dahomey. Voilà. C'est ça. Effectivement, il faut retenir qu'il faut des alliances. Quand Tout à fait. vous attaquez, ils sont armés, ils ont tout, il faut des alliances. Je discutais dernièrement avec des amis américains noirs, qui souvent se posent la question, mais c'est pas possible, avec tout ce qu'on entend, l'Afrique a des richesses, mais comment ça se fait que l'Afrique n'arrive pas à s'en sortir? Et on parlait justement du Congo démocratique. Je leur ai dit, qu'est-ce que vous savez que la bombe qui a détruit Hiroshima, au Japon, tout ça, Nagasaki, c'est au Congo démocratique qu'ils vont tout à chercher, fait. qu'ils sont allés chercher et qui continuent. C'est la raison pour laquelle certaines régions d'Afrique ne sont pas en paix, victimes de la richesse de leur sous-sol. Vous voyez? Tout à fait. Et là, comme vous dites, à un moment, pour s'en sortir, il faut des alliances. Tout à fait. Le Mali l'a compris récemment, d'ailleurs. Bon. Exactement. Donc, vraiment, en gros, merci. C'était un très, très, très beau récit. Mesdames et messieurs, donc voilà, Folé, j'écorche un peu, c'est Razouélé. Raswele. Folé Razouélé.
Voilà. Et là, c'est le premier tome des Chroniques de l'Empire Tout. C'est bien ça. C'est ça. C'est bien ça. Ouais. Disons qu'ils sont tous disponibles sur Amazon et sur jolu.com. Donc, comme je l'ai dit, ça, c'est la trilogie classique. Hein. Donc, la pochette que vous avez, c'est le tout première trilogie. Donc, il y a le tome 1, le tome 2, le tome 3. Ensuite, j'ai commencé à sortir les hors-séries, comme avec Follet. La Reine Di, là aussi, j'ai sorti son hors-série qui raconte sa vie jusqu'au contexte de la trilogie. Et puis, on aura d'autres personnages aussi que je suis en train d'écrire. Et ensuite, j'ai sorti la version trilogie pour les enfants, les plus Ça nous jeunes. Donc, c'est intéresse. moins épais. Ça nous Voilà. Donc, intéresse. Et on le trouve aussi parce que j'aimerais qu'on en parle pour les enfants. On le retrouve aussi sur Amazon. Donc, il est moins épais. Il va vraiment à l'essentiel, mais il raconte exactement la même chose. Et depuis l'année passée, je me suis remis actuellement. Je suis en train d'écrire le tome 4 de la trilogie. Ça, c'est le tome qui va clôturer, si je puis dire, l'univers des Chroniques de l'Empire Tout, où je parle de mon personnage principal à la fin de sa vie, les différents tumultes qu'il va y avoir, et ainsi je clôture cet épisode de la trilogie avec ça. En tout cas, vraiment bien riche. Découvrez vraiment cette série. Très, très, très riche. Celui-ci, on peut le lire indépendamment, en fait. C'est celui qui présente un petit peu les personnages qui sont acteurs dans les chroniques. Si. Mais en fait, chaque hors-série présente un personnage important. Bon, celui de Follet, la différence avec Follet, c'est que vu que Follet il a eu une très longue vie, donc il va connaître tous les autres personnages que vous allez rencontrer dans la trilogie. C'est pour ça que j'ai préféré le sortir en premier. Ensuite, je vais sortir les différents. Donc, en fait, il y a à chaque fois des crossovers comme ça, des crossovers. Voilà, mesdames et messieurs. Donc, vraiment, découvrez-le, découvrez. C'est très, très riche en informations. Comme il dit, la fiction rejoint la réalité. Hein. C'est ça. Il faut vraiment trouver tout sur Amazon. Voilà. Sur Amazon et sur jolu.com. C'est ça. Vraiment, un grand merci à vous. Un grand merci à vous, Monsieur Mbouzé. Merci. C'est vraiment... c'était un plaisir de le lire, de vous lire. Vraiment un plaisir. Un plaisir. Merci. Alors voilà, mesdames et messieurs, nous venons donc d'écouter avec grande attention Monsieur Mbouzé Momi. Ces livres sont vraiment très instructifs. Ça fait réfléchir, c'est très important en fait pour la jeunesse africaine actuelle, pour la jeunesse africaine future, parce que déjà, il insiste sur cette notion de groupe d'individus. C'est comme ça que la société africaine, et c'est l'essence même de la société africaine, on analyse les actes, les actions en fonction, pas de l'individu tout seul, mais d'un groupe d'individus. Donc la plupart de ces empires, des grands empires, ont existé parce qu'il y avait ce groupe d'individus derrière qui était là, qui se battait pour l'empire. Et aussi, comme il dit, le but de ces œuvres, les chroniques de l'Empire Tout, avec tous ces héros qu'il y a, les créatures mythologiques, les grandes batailles, les légendes, tout ça, c'est aussi, si vous voulez, derrière ces histoires de rois et reines qu'il y a, vous avez remarqué, il s'agit aussi bien d'hommes que de femmes. C'est en fait sa façon à lui de réveiller la jeunesse africaine actuelle et future en leur faisant prendre conscience des héros qui sommeillent en eux. Voilà. Donc c'est vraiment très, très, très important pour nos jeunes de lire ces livres. Et voilà. Découvrez-le. Monsieur Mbouzé Momi et toutes ses œuvres, Follet Raswele et les chroniques de l'Empire Tout. Voilà, mesdames et messieurs, vous aimez Parlons de livres, n'oubliez pas, soutenez-nous, abonnez-vous, commentez, partagez, mettez le pouce. À très bientôt.